The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning to everyone. Le Président, bonjour à toutes et à tous dans ce prétoire. Madame la greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs les juges, il s'agit de l'affaire IT 0992T, le procureur contre Ratko Mladic. Je vous remercie, Madame la greffière. Aujourd'hui, nous allons entendre les arguments en vertu de l'article 98 bis. L'article 98 bis prévoit qu'à la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'éléments de preuve susceptibles de justifier une condamnation. La défense a annoncé qu'elle souhaitait présenter des arguments oraux en vertu de l'article 98 bis et à l'occasion de le faire maintenant. Monsieur Ivitic, c'est vous qui allez présenter ces arguments, c'est exact, Monsieur le Président. Then you may proceed and Vous pouvez commencer et je fais noter au compte-rendu d'audience que Maître Stojanovic, en tant que conseil, est présent dans le prétoire. Veuillez commencer, je vous prie. Bonjour, messieurs les juges. Il me revient de présenter les arguments dans le cadre de l'article 98 bis au nom de la défense du général Ratko Mladic. D'emblée, je souhaite préciser que rien dans notre présentation d'aujourd'hui ou rien dans nos choix de sujets qui vont être abordés ne doit être interprété comme une quelconque concession ou aveu sur une quelconque partie de la thèse de l'accusation contre le général Mladic. Ce n'est pas parce que je ne vais pas aborder chaque élément de la thèse de l'accusation aujourd'hui ne signifie pas qu'il faut sous-entendre que nous pensons que les éléments de preuve qu'ils ont présentés en l'espèce. En réalité, nous nous opposons à et nous rejetons les allégations de l'accusation et la thèse qu'ils ont présentée dans leur totalité. Le général Mladic et son équipe de défense se réjouissent de la présentation de leurs témoins et d'éléments de preuve lors de la présentation des moyens à décharge afin de réfuter chaque contre-vérité et interprétation erronée qui ont été présentées par l'accusation lors de la présentation de sa thèse. Le général Mladic croit en la vérité et que nous allons pouvoir vous présenter cette vérité. Et une fois que cette vérité aura été présentée, nous pourrons démontrer son innocence. Lui et la défense sont particulièrement attentifs et respectent le fait qu'il y a eu des événements tout à fait regrettables qui ont été commis lors de la guerre de part et d'autre, qui ont fait subir des pertes aux personnes qui ont été touchées par tous ces événements lors du conflit. Et nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui ont été touchées par cela. Le général Mladic n'a jamais eu l'intention de faire commettre ces crimes, n'a pas non plus donné d'ordre à cet effet et a agi à tout moment de façon honorable pour défendre son pays et son peuple. Messieurs les juges, votre tâche à ce stade de l'article 98 bis consiste à purger l'acte d'accusation d'allégations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve sur la base desquels vous pourriez condamner le général Mladic. Les arguments de la défense
en conséquence, portent sur des éléments précis et vont être divisés en 4 parties bien distinctes. Tout d'abord, je vais aborder la question de l'interprétation et de l'application de l'article 98 bis et prôner une approche qui se fonde sur les accusations, qui a pour but d'infirmer l'objectif et le but de la disposition en question. Deuxièmement, je vais apprécier les éléments de preuve présentés par l'accusation pour ce qui est de la rivière Yadar, Shirokacha et l'annexe D de l'accusation. La destruction d'édifices religieux, et je vais démontrer que l'accusation n'a pas fourni d'éléments de preuve susceptibles de justifier une condamnation eu égard à ces accusations. Je vais ensuite parler des acteurs tiers et je parlerai pour finir du génocide. Ainsi, la défense vous invite, messieurs les juges, d'acquitter le général Mladic de ses allégations et permettre ainsi à la défense de consacrer ses ressources à autre chose. L'article 98 bis déclare, et je cite, « À la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'éléments de preuve susceptibles de justifier une condamnation. » C'est l'utilisation du terme chef qui a été associé par les juges de la Chambre qui ont déterminé que des acquittements ne peuvent être prononcés que s'il s'agit de chefs entiers et non pas d'accusations individuelles. Une interprétation textuelle de l'article a été utilisée par les juges de la Chambre. Et les dites chambres s'en sont tenues à ceci lorsqu'elles ont répondu aux arguments de la défense qui demandaient des acquittements sur des accusations individuelles qui faisaient partie des chefs. L'application de l'article porte sur la question de l'interprétation, et pas seulement du libellé de l'article, mais également sur l'objectif et le but de l'article 98 bis, dans le cadre du procès dans sa totalité. Dans l'affaire Tadic, la Chambre a estimé que même si le statut n'est pas un traité, les règles d'interprétation du traité, s'agissant de la Convention de Genève, sont pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer son interprétation et son application. Il s'agit de la décision rendue dans l'affaire Tadic concernant la décision sur la requête de la défense sur la question de la juridiction 10 août 1995. Même si les juges du tribunal ne citent pas toujours la Convention de Genève de façon explicite, néanmoins, l'interprétation de la Convention est utilisée. La Chambre de première instance, dans l'affaire Delalic, a confirmé qu'en ayant recours à cette approche prônée dans cette interprétation, et je cite, « le véritable objectif et intention du statut et du règlement de procédure et de preuve sont exprimés. » Fin de citation. La Chambre a noté qu'il a été établi qu'une interprétation
des articles du statut et dispositions du règlement doit tout d'abord porter sur les principes généraux d'interprétation qui sont codifiés à l'article 31 de la Convention de Genève sur la loi des traités et a cité toute une série d'affaires qui ont confirmé cela. C'est le juge confère le jugement dans l'affaire Delalic, paragraphe 1161. L'article 31.1 déclare qu'un traité est interprété en bonne foi, conformément au sens normal que l'on donne au terme du traité, compte tenu de son objectif et de son but. Fin de citation. La règle d'interprétation restrictive, à savoir très restrictive, contraint la Chambre à déterminer si oui ou non une affaire se situe dans les limites posées par le statut, à savoir l'intention du statut et du règlement, au vu simplement du libellé de ce texte. À moins que la défense ne soit capable de montrer que l'accusation n'a pas fourni d'éléments de preuve susceptibles de justifier une condamnation, s'agissant du chef d'accusation dans son intégralité, dans ce cas, la Chambre ne va pas acquitter l'accusé. Cependant, comme l'a dit la Chambre de première instance dans l'affaire Delalic, la règle d'interprétation restrictive n'est pas violée si cette expression prend tout son sens ou un sens différent qui correspond davantage à l'intention législative et qui permet de mieux l'exprimer. Ceci englobe cette approche interprétative double prônée par la Convention de Genève. L'article 31.1 insiste sur le fait que l'objectif et le libellé de ces articles ne sont pas deux méthodes qui s'excluent mutuellement. Elles sont plutôt interdépendantes. Cette approche fondée sur l'objectif et le libellé repose sur l'interprétation de l'un et de l'autre. Par conséquent, dans la disposition 98 bis, le terme de chef peut et doit être utilisé en tenant compte de l'intention des rédacteurs et de l'objectif de cette disposition dans le contexte du procès dans son ensemble, sans violer l'interprétation textuelle auquel est associée la jurisprudence actuelle. Avant les amendements de l'article en 2004, la disposition prévoyait de façon expresse qu'une chambre de première instance prononce un acquittement lorsque la chambre constatait qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer une condamnation concernant les accusations contestées. Un point qui a été confirmé lors du procès à Hadjic le mois dernier. Le texte se lit comme suit. Un accusé peut déposer une requête pour demander un acquittement s'agissant de un ou de plusieurs délits reprochés dans l'acte d'accusation. Fin de citation. Le terme de chef ou d'accusation, ni l'un ni l'autre de ces termes ont été utilisés, plutôt le terme de délit. Il a été accepté que le terme, lors de l'amendement de 2004, le terme de chef a été
inclus dans le statut, ce qui semble indiquer que les rédacteurs pensaient limiter l'application de l'article 98 bis, à savoir, ceci devait s'appliquer aux chefs dans leur ensemble. Cependant, la Chambre dans l'affaire Milosevic a indiqué que cette interprétation pouvait potentiellement rendre ce processus quasiment dénué, je cite, de toute application pratique au tribunal. Fin de citation. Étant donné que dans ce cas, on ne peut apprécier le caractère à plusieurs niveaux ou de l'acte d'accusation et s'en tient dans ce cas uniquement à une application nationale de cet article. Procès de Dragomir Milosevic, page du compte-rendu d'audience du 3 mai 2007, 5641 à 5643. L'objectif de cet article est double. Tout d'abord, de retirer toute allégation qui ne peut être justifiée dès que possible pour s'assurer que le procès se déroule rapidement et que les ressources de la défense ne sont pas gaspillées. Et deuxièmement, il s'agit d'adhérer au principe du respect du procès équitable et acquitter l'accusé d'allégations qui ne sont pas étayées par un quelconque élément de preuve. Cet objectif ne change pas parce que cet article a été traduit ou est sorti du contexte national pour être appliqué au domaine international. Plutôt, c'est une manière de comprendre le caractère complexe de l'acte d'accusation tout en respectant la manière dont ceci fonctionne à ce stade de la procédure. Tout ce qui reste et figure dans l'acte d'accusation exige que la défense cite des éléments de preuve pour pouvoir répondre à ces allégations et la Chambre doit consacrer du temps à cela et se prononcer sur les éléments de preuve. Il s'agit tout simplement d'un gaspillage de ressources valables étant donné qu'il ne peut pas y avoir d'issue couronné de succès par le simple fait qu'il ne doit pas encore exister d'éléments de preuve susceptibles d'étayer une condamnation dans l'acte d'accusation à ce stade. De plus, les intérêts de la justice ne s'en tiennent pas seulement à la justice pour les victimes, mais également aux droits de l'accusé. Le slogan du TPY est le suivant: faire en sorte que les criminels de guerre soient traduits en justice et apporter la justice aux victimes. Mais l'accusé est innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Et ceci constitue le fondement même de l'article 98 bis. En fait, il s'agit d'un système de sécurité qui permet de protéger l'accusé et la défense contre des allégations non fondées, puisqu'il constitue l'objet du jugement définitif. Et si la Chambre adopte cette approche qui se fonde uniquement sur les chefs et s'en tient à l'application de l'article 98 bis, dans ce cas, ce système de sécurité n'existe plus et l'accusé n'est plus protégé non plus, puisque ceci a été à dessein intégré dans les lois nationales et inscrit dans le règlement. La défense admet que dans de nombreuses affaires, cette approche fondée sur les chefs ont été appliquées suite à l'amendement de cette interprétation textuelle de l'article 98 bis. Mais ce n'est pas parce que la jurisprudence est dirigée dans un sens, cela ne signifie pas pour autant que c'est la jurisprudence qui adhère à l'objectif et à l'intention de l'article, selon l'intention des rédacteurs de cet article. Il s'agit de l'interprétation de l'article et non pas de l'article lui-même, qui signifie que l'approche adoptée maintenant se fonde uniquement sur les chefs d'accusation. Il est clair que la fonction même de cet article est de retirer les allégations de l'acte d'accusation qui, à la fin de la présentation des moyens à charge de la défense, ne peuvent absolument pas étayer une condamnation. Le terme de délit dans la disposition 98 qui
avant 2004 a été interprété dans la jurisprudence comme étant un élément qui englobe à la fois les chefs et les accusations, précisément pour cette raison. L'objectif et le but de l'article n'a pas été modifié, même lorsque le libellé a été modifié. Si les rédacteurs avaient utilisé le terme de accusation plutôt que chef, dans ce cas, les chambres de première instance auraient sans doute adopté une interprétation davantage fondée sur le but pour s'assurer que l'on puisse prononcer des acquittements sur l'ensemble des chefs d'accusation, étant donné que ceci serait conforme à l'objectif et au but de l'article, nonobstant une interprétation textuelle littérale du même article. Le fait que la jurisprudence a été considérée comme établie par la Chambre de première instance Hadjic ne permet pas de redéfinir l'objectif et le but de cette disposition. Que des chambres de première instance aient adopté cette interprétation textuelle ne signifie pas pour autant qu'il faut appliquer une interprétation fondée sur le but du terme chef. Il s'agit donc, on peut donc, si on peut donc envisager la possibilité d'acquitter sur des accusations individuelles plutôt qu'en tenant compte d'un chef. Et il ne s'agit pas ici de changer la loi. Cette approche, il ne s'agit pas de combler un fossé et ni de dépasser les compétences qui reviennent à un juge de la Chambre non plus. Il s'agit de l'objectif et du but qui sont définis conformément aux règles d'interprétation fixées par la Convention de Genève. Même si ces paramètres demeurent ambigus et si l'objectif et le but de la disposition demeurent ambigus, la défense fait valoir qu'il faut à ce moment-là adopter l'interprétation qui est la plus favorable envers l'accusé. On vous enjoint donc, messieurs les juges, de tenir compte de ce principe in dubio pro reo. La Chambre d'appel dans l'affaire Tadic s'est tournée vers cet élément lorsqu'elle a analyser les dispositions du statut et du règlement et insister que dans le cas d'un quelconque doute, il faut déterminer l'affaire conformément au principe in dubio pro reo. Confère l'accusation contre Tadic, IT 91.1a, décision sur la requête de l'appelant pour une prorogation des délais et le versement en dossier d'éléments de preuve complémentaires. Par conséquent, si on adopte une simple interprétation textuelle, il s'agit à ce moment-là d'un bastion juridique qui s'instaure contre les acquittements sur les charges individuelles, sur les accusations individuelles, ce qui paraît tout à fait évident à la lumière de la jurisprudence. Ceci est contraire à l'objectif et au but de l'article 98 bis, mais également au principe in dubio pro reo. Et donc la défense fait valoir qu'une interprétation qui favorise l'accusé est une interprétation qui permet au champ d'application de cette règle d'être utilisée de la manière suivante, à savoir pour acquitter au niveau d'accusation individuelle, et ce qui est différent que d'acquitter sur la base d'un chef dans sa totalité. Et cette approche qui se fonde sur les chefs crée un flou autour de ces accusations individuelles, un voile juridique en quelque sorte, qui empêche tout un chacun d'établir ces distinctions entre le chef dans sa totalité et donc et empêche la défense de contester les accusations. Le fait d'imposer ce voile juridique ressemble en quelque sorte au droit des sociétés lorsque les sociétés sont traitées comme des entités juridiques distinctes, ce qui empêche les avocats de se cacher derrière pour essayer de favoriser les individus qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, cette approche qui se fonde sur les faits empêche
les juges de la Chambre d'aborder la question des accusations individuelles, pris isolément, et ce, dans le cadre de l'article 98 bis. Alors, lorsque la défense fait valoir qu'il faut soulever ce voile, mais la Chambre doit tenir compte de chaque affaire individuellement, déterminer si oui ou non il y a des circonstances qui permettent que ce voile soit levé conformément à l'objectif et au but de cette disposition, et d'adopter une approche générale et de rejeter chaque contestation faite par la défense à l'égard de ces accusations individuelles n'est pas seulement contraire à l'objectif et au but de l'article 98 bis, mais permet à l'accusation également à l'accusation de se cacher derrière ces accusations individuelles et rend toutes ces accusations infaillibles à l'intérieur de ce chef d'accusation, même s'il n'y a pas d'éléments de preuve qui permettent de justifier une condamnation. Il faut également avancer qu'il peut y avoir des exceptions à la présomption d'inviolabilité de ce voile pour empêcher à certains individus de l'exploiter et qu'ils puissent échapper à la loi. La défense implore la Chambre à reconnaître qu'il existe des exceptions à cette approche qui est fondée uniquement sur les chefs d'accusation et que ceci est essentiel pour étayer l'objectif et le but de l'article 98 bis. Avoir une présomption contre le fait de prononcer un accusé sur des accusations individuelles est une chose, mais empêcher que ceci ne puisse se produire va au-delà de ce que l'on doit empêcher, c'est-à-dire une application parcellaire de l'article 98 bis ou qui est fondée uniquement sur les événements de l'acte d'accusation. Une approche générale ou globale de ce type de la part de la Chambre s'oppose fondamentalement à l'objectif même de cet article. Il doit garantir à l'accusé un procès rapide et doit également retenir les conditions d'un procès équitable et permettre à l'accusation d'exploiter cette approche qui se fonde sur les chefs d'accusation pour masquer les défauts concernant les éléments de preuve dans leurs accusations individuelles. De prononcer un jugement, de déclarer que cette approche qui se fonde sur les chefs, ceci doit être appliqué en l'espèce conformément à la jurisprudence. Et si cela est effectivement le cas, il s'agit dans ce cas de confirmer que l'article 98 bis n'est pas plus qu'un tigre en papier, dénué de toute application pratique aux yeux de la défense par le simple fait que les chambres d'appel ont appliqué une interprétation beaucoup trop stricte de la règle. Furthermore, we have... En outre, nous avons vu sur la base des rapports médicaux qui ont été fournis en application de l'ordonnance rendue par la présidente chambre de première instance au titre de l'article 74 bis que le fait de s'assurer que ce procès n'est pas excessivement prolongé est de toute première importance compte tenu de l'état de santé du général Mladic. Le dernier rapport consolidé des médecins hollandais CRAS constate que le fait de reporter ou de prolonger ce procès porterait préjudice au général Mladic compte tenu de son âge. Monsieur le Président, Messieurs les juges, le fait de maintenir des chefs d'accusation pour lesquels il n'est pas permis de penser qu'ils seront prouvés remet à plus tard la fin de ce procès et augmente inutilement l'effort qu'est appelé à supporter le général Mladic. S'il n'y a pas d'éléments de preuve susceptibles de justifier une déclaration de culpabilité à ce stade, il s'ensuit que la Chambre a la responsabilité vis-à-vis de l'accusé de lui garantir un procès rapide. En particulier, compte tenu de la situation présente, des circonstances où la santé du général Mladic est de toute première importance et constitue une préoccupation de tout premier ordre.
J'aborde maintenant les arguments de la défense par rapport au chef d'accusation plus précisément. Je rappelle au nom de la défense que vous êtes à la fois les juges du droit et du fait et que les questions qui portent sur la fiabilité, la crédibilité des témoins normalement ne font pas partie des considérations au titre de l'article 98 bis. Toutefois, la Chambre de première instance dans l'affaire Kordic et Cherkez a souligné qu'il existe une situation dans laquelle la Chambre est obligée de se pencher sur ces questions-là, à savoir lorsque la thèse de l'accusation s'est complètement effondrée, que ce soit pendant sa propre présentation des éléments de preuve dans le cadre de l'interrogatoire principal ou en tant que résultat de questions de fond qui ont été soulevées pendant le contre-interrogatoire portant sur la fiabilité et la crédibilité des témoins, au point que l'accusation se retrouve avec une thèse qui s'est complètement effondrée. Il s'agit de la décision suite aux requêtes de la défense en fin du jugement d'acquittement le 6 avril de l'an 2000, paragraphe 28. Cela constitue une exception qui précise une distinction entre des éléments de preuve qui sont simplement faibles et ceux qui rendraient une déclaration de culpabilité viciée si la Chambre se reposait sur ces éléments de preuve pour affirmer et déclarer la culpabilité. En l'espèce, la défense affirme que la thèse de l'accusation par rapport aux événements de la rivière Yadar et par rapport à Shirokacha, question qui porte sur la fiabilité et la crédibilité des témoins, ont eu pour résultat que la thèse de l'accusation s'est complètement effondrée. Par rapport à l'annexe D de l'acte d'accusation, à savoir destruction des lieux de culte, la défense fait valoir que les éléments de preuve qui ont été présentés sont à ce point dénués de la possibilité d'être considérés comme étant dignes de foi, que l'accusation, encore une fois, se retrouve avec une thèse qui s'est complètement effondrée. Prenons pour commencer la rivière Yadar. Suite à la thèse qui fait partie du chef d'accusation numéro 2, les éléments de preuve qui ont été versés par rapport à l'acte d'accusation et ceux qui y figurent à la rivière Yadar, à savoir à l'annexe E, 1.1 de l'acte d'accusation. Eh bien, si on leur accordait la valeur maximale, ces éléments ne permettraient pas de justifier la conclusion que ces morts était le départ d'exécutions organisées et sommaires de prisonniers entre les mains de la VRS, et encore moins agissant sous les ordres du général Mladic. L'accusation affirme dans l'acte d'accusation que 15 hommes bosniaques ont été exécutés sur les berges de la rivière Yadar en tant que élément constitutif de meurtre organisé dans le cadre de Srebrenica. La défense le démontrera, à savoir que les éléments de preuve de l'accusation ne permettent pas de détailler la responsabilité pénale du général Mladic, puisque le seul témoignage qui confirme ou qui confirmerait la thèse de l'accusation s'est effondré au cours du contre-interrogatoire. L'accusation s'est reposée sur le témoignage d'un témoin protégé, RM 314. L'accusation affirme qu'il s'agit là d'un survivant du massacre et elle a cherché à démontrer par son truchement non seulement que les exécutions se sont produites, mais que la VRS a été responsable de ces exécutions.
Tandis que l'accusation a cité 6 témoins dans son mémoire préalable au procès pour étayer cet événement, seul le témoin RM 314 fournit un témoignage relatif à ces événements qui se sont produits à la rivière Yadar et est venu déposer oralement les 8 et 9 mai 2013. La thèse de l'accusation repose uniquement sur l'idée que RM 314 est un survivant de cet événement et en conséquence témoin oculaire qui peut prouver l'appartenance ethnique des autres prisonniers, l'identité des auteurs et également la manière de laquelle les prisonniers ont été exécutés. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire mené par la défense, il est devenu évident que le récit de ce témoin manquait de cohérence, qu'il était contredit par les éléments de preuve documentaires et que, compte tenu de cela, son témoignage n'était pas digne de foi. Le témoignage du témoin RM 314 s'est effondré pendant le contre-interrogatoire sur des questions clés et si peu fiable que l'accusation a manqué de fournir tout élément de preuve qui pourrait étayer une déclaration de culpabilité. RM 314 a déposé oralement. Premièrement, son témoignage soulève un doute quant à ses blessures. Est-ce qu'ils ont résulté d'une tentative d'exécution à la rivière Yadar? Et en conséquence, on est en droit de se demander s'il était effectivement présent sur les lieux à ce moment-là. Deuxièmement, son témoignage remet en question la fiabilité de son identification de quelqu'un pour qui on allègue qu'il a tiré et qu'il était dans les rangs de la VLS pendant cet événement. Et enfin, s'est montré comme n'étant pas cohérent et ne cadrant pas avec son statut de civil à des moments pertinents. Ce témoin a affirmé dans sa déclaration écrite remise au bureau du procureur et sous serment qu'il a été blessé par balle à la rivière Yadar et que cela a été le résultat d'une tentative d'exécution qui a échoué, tentative menée par des membres de la VRS. Il a affirmé qu'une balle est entrée dans sa hanche et que ça a été le résultat d'une blessure par balle qui s'est introduite de droite vers la gauche avec la partie gauche de son corps comme étant la partie où il a subi cette blessure. Je vous renvoie au compte-rendu d'audience, page 10.861 à 10.862. Et il décrit dans sa déclaration qu'il s'est laissé porter par la rivière pour s'évader. En dépit du récit fourni par le témoin RM 314, où il affirme la gravité de ses blessures, il admet dans sa déclaration que le personnel médical à Tuzla n'a pas estimé que ces blessures étaient graves. Je vous renvoie à la pièce PMI 435, page 7. Qui plus est, l'examen médical qui a été effectué sur le territoire libre entre les mains des musulmans de Bosnie le 16 juillet 1995
arrive à la conclusion que ces blessures sont le résultat d'une blessure par explosion, à savoir page 10 899 du compte-rendu d'audience et également pièce à conviction D282, et qu'il ne s'agit pas d'une blessure par balle, comme il affirme dans sa déclaration et également pendant sa déposition sous serment. Ce diagnostic a été fourni par le personnel médical qui a soigné ces blessures, et ces documents comportent l'opinion de l'expertise médicale sur son cas, à savoir les experts médicaux qui ont examiné, qui ont proféré des soins à RM 314. Et le fait qu'il soit arrivé à cette conclusion remet en question son récit d'après lequel il aurait été touché par une balle, et remet en question la thèse de l'accusation que RM 314 a été blessé en tant que résultat d'une tentative d'exécution sommaire à la rivière Yadar. Compte tenu du fait que les éléments médicaux ne cadrent pas avec le récit fourni par RM 314, ce récit d'après lequel il serait un survivant des exécutions, eh bien, un doute substantiel est soulevé quant à la question qui est de savoir s'il a été présent sur les lieux au moment où l'événement s'est produit. RM 314 a révélé qu'il avait fourni sa déclaration écrite sur la manière de laquelle il a été blessé à un homme qui lui a dit qu'il travaillait avec des journalistes et qui portait un t-shirt noir avec des insignes de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et je cite ici la page 10 879 du compte-rendu d'audience. Et après une question posée par le juge Fluguet, le témoin RM 314 a déclaré que c'était parce qu'on l'a forcé à le faire, que ce sont que c'est le garde chargé de la sécurité à l'infirmière qui portait l'insigne de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, aucun élément de preuve de contrainte physique n'a été fourni pour confirmer ce récit, et le RM 314 n'a pas non plus fourni de déclaration écrite à l'accusation sur cette allégation avant sa déposition. Monsieur le juge Moloto, est-ce que je peux vous interrompre, Maître Ivetic? Oui, le juge Moloto. Vous dites qu'on l'a forcé à le faire. Forcé à faire quoi, Maître Ivetic? À fournir un récit différent de la manière dont il a été blessé par balle, le président. Vous vous êtes référé à la pièce D282 pour confirmer que ces blessures étaient le résultat d'une blessure par explosion. Maître Ivetic, c'est exact, le président. Je me demande exactement où cela se trouve dans ce document, Maître Ivetic. C'est normalement le rapport médical, le diagnostic en latin sur la blessure. Et je pense le terme qui est utilisé, c'est explosivus en latin, le président. Je voudrais jeter un coup d'œil en anglais, puisqu'en anglais, à plusieurs reprises, on retrouve le terme illisible. Maître Ivetic, je pense que c'est l'original qui est en latin. Je peux le vérifier pendant la pause. Le président, oui, effectivement, faites-le. Maître Ivetic, je vous remercie. Monsieur le juge Moloto, une autre précision, s'il vous plaît. On l'aurait forcé à fournir un récit différent de la manière dont il a été blessé par balle. De la manière dont il a été blessé, Maître Ivetic, oui, c'est exact. Blessé, c'est le terme qu'il faudrait utiliser. Monsieur le juge Moloto, est-ce que vous pouvez nous dire exactement verbatim ce que le témoin a déclaré? Maître Ivetic, je ne peux pas à ce stade. Le juge Moloto, vous pouvez vérifier cela et nous le dire plus tard? Maître Ivetic, oui. Maître Ivetic, page du compte-rendu d'audience. 10 000.
880 à 10 882, après avoir reçu une question de la part du juge Fluguet, il s'est avéré que dans la déclaration manuscrite qu'il a donnée aux journalistes et signée pour confirmer la véracité de ses propos, eh bien que ça a été en fait une déclaration fausse. Et ça a été reconnu par RM314. Lorsqu'on a insisté pour lui demander pourquoi il a écrit qu'il a été blessé par balle à Caracaille, RM314 a déclaré que c'était parce qu'on l'avait forcé à le faire et que c'est le garde de l'infirmerie qui portait l'insigne de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui l'a forcé à le faire. Et qui plus est, RM 314 a également déclaré, page du compte-rendu d'audience 10 887, que sa déclaration écrite fournie dans l'affaire Popovic, avec un récit détaillé par RM 314 de l'événement à la rivière Yadar, comporte de nombreuses erreurs, malgré le fait qu'il a signé pour confirmer sa véracité et son exactitude. Encore une fois, la défense fait valoir que le témoin RM 314 est le seul témoin qui peut témoigner des événements qui se sont produits et qu'il a montré qu'il avait tendance à fournir des témoignages qui ne sont pas véridiques et qui sont inexacts, ce qui pris de concert avec le manque de cohérence entre son souvenir des événements qui sont produits et les événements et les éléments de preuve médicaux contradictoires, remet en doute la thèse de l'accusation et fait en sorte que ces éléments de preuve ne sont pas susceptibles de justifier une déclaration de culpabilité. Ce qui est important, c'est que le doute soulevé quant à sa présence à la rivière Yadar a d'une incidence également sur son identification d'un auteur dont l'identité a été fournie à huis clos, et également dans une déclaration écrite modifiée en 1999, après avoir été déclenchée par une description vague fournie par une partie tierce en 1995. Je vous renvoie à la page 10.901 du compte-rendu d'audience. Quant à la description donnée par RM 314 des auteurs, compte tenu du fait que cette description s'est initialement limitée au fait qu'ils étaient en uniforme de camouflage, mais qu'ils ne portaient pas d'insigne qui aurait été identifié, eh bien cette identification est le seul lien que possède le procureur, lui permettant de relier les membres de la VRS à la perpétration de ces exécutions. J'invite messieurs les juges à se pencher sur la page du compte-rendu d'audience 10 889, lignes 1 à 11. L'accusation a fait valoir pendant le recueillement du témoin RM 314 qu'on a demandé au témoin pourquoi il avait omis de mentionner cet individu dans ses entretiens et ses déclarations précédentes. Et le témoin a répondu qu'il n'était pas tout à fait certain de son identité sur le site d'exécution jusqu'à bien après les événements, et ce sur la base des éléments d'information qu'il a reçus tant au moment où il était en captivité et par la suite. Je vous renvoie à la page 10 914 du compte-rendu d'audience. Le témoin a confirmé sa déposition précédente donnée dans l'affaire Popovic, qui révèle de nouveaux éléments qui ne cadrent pas, qui portent sur le souvenir du témoin de la taille de cette personne et de ses cheveux. Pages 10 915 et 10 916 du compte-rendu d'audience. Il est important de relever que dans sa déposition, le témoin a affirmé qu'il connaissait cet individu, donc l'auteur allégué, qu'il connaissait bien, mais en dépit de cela, le témoin RM 314 n'était pas capable de l'identifier au moment pertinent
il n'était même pas en mesure de fournir une description exacte ou cohérente de cette personne. En l'absence de ces éléments de preuve portant sur l'identification, il ne reste rien qui permettrait de penser que la VRS était responsable des tirs, comme l'affirme le témoin RM 314. Seuls les hommes responsables étaient en uniforme de camouflage. Prise à sa valeur maximale, l'identification par RM 314 ne constitue pas une preuve et non seulement à ce point dénué de foi qu'il ne se serait pas rappelé quelqu'un pour qui il sait qu'il était sur place, mais aussi il faut savoir que ce témoignage lui est revenu à l'esprit 4 ans après l'événement, après des éléments par lui dire déclenchés par la mémoire de RM 314. Tant l'accusation que le témoin RM 314 s'appuie sur son statut de civil à des moments pertinents pour confirmer le caractère illicite des actes qui se sont produits à la rivière Riyadar. Le statut de RM 314 est pertinent de 2 manières. To the prosecution's case. Premièrement, la thèse de l'accusation, comme quoi les civils musulmans de Bosnie ont été tués contrairement à la loi, et deuxièmement qu'ils ont été ciblés à cause de leur appartenance ethnique, par opposition au fait qu'ils aient constitué une menace militaire en tant que soldats. Le document médical qui porte la date du 16 juillet 1995, à savoir la pièce D 282, suite à un des examens médicaux de RM 314, précise qu'il était soldat sous la case profession et qu'il a travaillé comme estafette à l'école primaire de Srebrenica. L'abréviation OS Srebrenica a été utilisée dans ce document et on estime que cela signifie Force armée de Srebrenica. Et le témoin RM 314 a accepté cela, à savoir, je vous renvoie à la page 10896, ligne 12 à 22 du compte-rendu d'audience. Après avoir été soigné, un document officiel signé par le personnel médical a été délivré qui constate qu'il faisait partie d'une unité militaire et qu'après sa sortie de l'hôpital, le patient devrait se présenter immédiatement au médecin qui est rattaché à son unité militaire, en permettant de penser que l'infirmerie a estimé que c'était un soldat. Je vous renvoie aux pages du compte-rendu d'audience 10900 à 10901. Malgré des éléments de preuve contraires, RM 314 a insisté sur le fait qu'il était estafette dans le cadre de la protection civile, page 10896 du compte-rendu d'audience. Cependant, il a admis qu'il avait omis de corriger cela à l'infirmerie. Même s'il affirme qu'il était simplement une estafette, lorsque RM 314 s'est rendu, on lui a trouvé une grenade à main standard sur sa personne, la même utilisée par l'arsenal de l'ex-JNA. Où il avait fait son service, page 10905 du compte-rendu d'audience, ligne 16 à 20. Il a expliqué que cela lui avait été donné par une connaissance sans consigne et qu'il n'avait pas d'expérience et ne savait pas comment l'utiliser. Eh bien, cette explication est douteuse, en particulier à la lumière du fait qu'il concède qu'il avait fait son service au sein de la JNA et à la lumière des éléments de preuve médicaux permettant de penser qu'en fait il était soldat à des moments pertinents, ce qui fournit une explication plus vraisemblable quant à la raison pour laquelle il était armé d'une arme de la JNA et qu'il n'avait pas de consigne sur lui. Le fait
que le témoignage de RM 314 manque de cohérence à ce point sur cette question, met en question et compromet non seulement sa fiabilité, sa crédibilité par rapport à cela, mais également par rapport à l'ensemble de sa déclaration. Le témoin RM 314 est l'unique témoin qui étaye la thèse de l'accusation par rapport à l'événement de la rivière Yadar, et son témoignage ne constitue pas un élément de preuve. Prise dans son ensemble, la tendance de ce témoin à fournir de faux témoignages, son manquement à corriger des déclarations inexactes jusqu'au moment où on assiste là-dessus pendant le contre-interrogatoire, et l'existence des éléments de preuve officiels médicaux qui contredisent sa thèse qu'il a été blessé par balle sur la rivière Yadar montre que la fiabilité de son élément de preuve n'est pas digne de foi. Et le fait qu'il n'y a pas eu d'éléments médico-légaux prélevés sur le site de tir allégué qui étaieraient le récit de RM 314 en dépit des efforts des enquêteurs de l'accusation. En conséquence, l'accusation se retrouve avec une thèse qui s'est effondrée et il faudrait prononcer un acquittement. La défense demande que l'événement de la rivière Yadar soit enlevé de l'acte d'accusation afin de préserver l'économie judiciaire et les ressources de la défense. Passons maintenant à Shirokacha, le président. Je regarde l'heure. Et avant la pause, j'ai constaté que il existe quelques questions qui se posent au sujet de la pièce D282 et quelques questions très importantes ont été posées aux témoins indépendamment de cela. La traduction anglaise sur des questions clés mentionne que le texte est illisible. Alors, est-ce que les parties pourraient chercher à se mettre d'accord sur ce qui est lisible, et en particulier lorsqu'il est question de blessures par explosion, parce que je vois le terme explosiva dans l'original, alors qu'il ne revient pas dans la traduction anglaise. Alors, nous allons maintenant faire une pause et nous allons reprendre à 11h moins 10.